Je vous propose de commencer. Donc, merci d'être venus aussi nombreux. Euh, Aujourd'hui, on va parler Vise et faire une première overview sur les différents outils qu'on trouve sur le marché. Et puis, nous allons également surtout faire un focus sur Tableau et Power BI. Pour cela, Rita et Jonathan, et je vous propose de vous présenter en quelques mots. Je vais commencer. Bonjour, moi c'est Jonathan. Je suis consultant BI depuis à peu près une dizaine d'années. J'ai commencé en 2012 avec Tableau et après Tableau, j'ai évolué vers la gestion de projet, le projet BI de bout en bout, on va dire de la collecte jusqu'à la restitution, et puis un petit peu de gestion d'équipe BI jusqu'à maintenant, grosso modo pour faire à peu près un petit résumé rapide. Et toi, Rita, ton micro est coupé. Pardon. Bonjour à tous, je suis Rita et je suis data analyst chez Commit. J'ai eu l'occasion de travailler sur des projets, que ça soit sur Tableau ou sur Power BI. Et on va essayer aujourd'hui de vous présenter un comparatif des deux et peut-être vous aider à faire votre choix. Certainement. Donc, en termes de sommaire, comme on l'a dit, on va présenter tout rapidement Commit Technology. On va présenter les différents outils BI du marché. On va faire un gros focus sur la partie Tableau et Power BI, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et puis, on va étudier les tarifs de ces 12 outils également. Et puis, on va vous donner notre conclusion côté Commit. Donc très rapidement, qui est Commit Technology? Nous sommes trois fondateurs à avoir créé ce pure player data, donc cette boîte de conseil spécialisée dans la donnée. On est plus d'une vingtaine de committers, plus d'une vingtaine de clients actifs et plus d'une trentaine de projets clients réalisés. On accompagne également nos clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la donnée, depuis la partie du coup stratégie, data et change management au sein des organisations, pour toute la partie gouvernance et data management. On aide nos clients à builder leurs architectures et infrastructures data. On fait toute la partie data engineering également. Et puis, on accompagne aussi nos clients sur la partie analytics, de la BI et de la data viz, le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Nous sommes partenaires des majors dans le domaine du cloud et aussi des éditeurs spécialisés dans le monde de la donnée. Vous pouvez le voir à droite, euh, nous avons plusieurs partenariats déjà en cours et puis des choix technologiques. Power BI et Tableau en font évidemment partie, Euh, mais également Talend, Databricks, Dremio, Snowflake, et puis Azure, AWS, Google et la partie OVH pour la partie plutôt cloud souverain. Et en termes de clients, on accompagne toute typologie de clients, des plus petites entreprises jusqu'aux entreprises plus importantes dans les différents secteurs d'activité. Juste rapidement, est-ce que je laisse la parole du coup à Rita? Ton micro est coupé. C'est bon pour moi. Excuse-moi, j'avais des soucis. Nous allons, comme j'ai dit tout à l'heure, vous présenter un peu les outils du marché. Donc, principalement sur le marché, on a du Tableau, Power BI et Click. Et on a aussi d'autres outils qui peuvent être déployés pour des use cases particuliers des clients. Joe, c'est à toi. Oui. Alors, par rapport aux résultats du Gartner, donc sur le marché actuel, comme l'a précisé Rita, on a donc plusieurs outils. Aujourd'hui, on va parler de Tableau et de Power BI précisément, mais on retrouve Click, Domo, ThoughtSpot ou encore, il y a quelques temps, Spotfire ou MicroStrategy. Donc ça, c'est des choses qu'on peut encore rencontrer sur le marché. Petit historique depuis une dizaine d'années, Click était assez présent en France.
On le rencontrait assez souvent. Tableau est arrivé, a un petit peu bousculé le marché parce que c'était assez facile d'utilisation, assez simple par rapport à ce qu'on avait avant, ce qu'on rencontrait avant. Puis donc il a pris une place de leader en fait, si on regarde les différents quadrants du Gartner depuis une dizaine d'années. Et il s'est fait rattraper peu à peu par Power BI, qui au début était difficilement concurrentiel parce que c'était enfin, il n'y avait pas encore cette facilité d'utilisation. Mais là, avec le temps, l'écart se resserre de plus en plus et donc on se retrouve avec deux outils qui se rapprochent d'un point de vue utilisation, d'un point de vue résultat, même si on le verra par la suite, en fonction des besoins, on aura tendance à choisir plutôt l'un ou plutôt l'autre. Faut savoir que pour le Gartner, donc quand on parle de leader, on parle d'un outil qui est capable d'avoir des fonctionnalités qui répondent à l'ensemble des besoins des clients, on peut interroger un certain nombre de données, que ce soit en volumétrie, que ce soit en termes de complexité. Voilà, faut que ça réponde à peu près à une grande part des cas d'usage. Une facilité de prise en main de l'outil, donc ça, comme je disais juste avant, c'était, déjà le cas pour Tableau, même si, quand on commence à être un petit peu plus dans la complexité, ça peut devenir un peu plus tricky, on va dire. Et l'automatisation pour ce qui est de l'actualisation, du partage, la diffusion des données. Donc voilà, à peu près un petit peu l'état du marché. Alors, si on parle de Tableau et de Power BI plus précisément, on a 2 outils un qui est assez «âgé» entre guillemets et un qui arrive un petit peu plus tard. Pour Tableau, donc ça a été créé en 2003. La première version, c'était surtout un add-on qui permettait de faire de l'analyse de cubes, d'où le fait que le langage utilisé, c'est du MDX. Puis, comment dire? C'est devenu une entité à part entière, qui s'est appelée Tableau Software pendant quelques années et qui a mis, sur le marché un outil qui s'appelait Tableau Desktop, puis Tableau Server. Le desktop permettant de créer, de développer les différents rapports et tableaux de bord et le serveur qui permettait de diffuser. Il y a 4 ans, ça a été racheté par Salesforce et intégré à la suite, Analytics de Salesforce, qui en fait du coup un outil, très intégré avec le CRM, avec, ouais, tout ce que peut proposer Salesforce à ses clients. Au niveau du déploiement, on va retrouver quelque chose qui est soit on cloud, donc soit vous mettez sur un cloud public, soit c'est en SaaS, hébergé par Tableau. On-premise si vous voulez le garder chez vous et une compatibilité Windows et Linux, sur le serveur. Le côté desktop, on va plutôt être sur Windows et macOS. Pour le Power BI, on a quelque chose de plus récent, 2011. Avant, quand j'ai commencé en 2012, quand on était en concurrence avec des outils Microsoft, on se retrouvait avec du Power Query et du Power View souvent en face, qui était un peu plus, c'était difficile en fait quand on avait du tableau, la comparaison était assez compliquée. C'était beaucoup plus rapide de faire les choses, en tableau. Quand Power BI est arrivé, ça a simplifié la création et l'interrogation des données, notamment et donc ça a permis de pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus concurrentiel. L'avantage, c'est que c'est aussi, intégré dans la suite Microsoft et donc ça veut dire que c'est interfacé avec tous les outils Microsoft que beaucoup de gens ont, donc ça veut dire que ça, c'est quand même déjà un avantage pas mal. Ça permettait aussi d'avoir des tarifs, on le verra à la fin de la présentation, un peu plus, concurrentiels que Tableau à l'époque. Pour ce qui est des langages, on a des langages différents de ce que peut faire Tableau. Alors, DAX pour tout ce qui est calcul dans Power BI, Rita vous présentera un petit peu après, on parlera un petit peu après et si je reviens sur Tableau, pour comparaison, on est plus proche de ce qu'on pourrait retrouver en SQL dans la logique, on va dire. C'est pas exactement ça, mais ça se rapproche. DAX, c'est pour le coup un peu plus compliqué. Je pense que c'est techniquement plus difficile de l'appréhender, au début et pour la préparation de données, on est sur du langage M qui est spécifique à Power Query. Je pense que quand on est habitué à utiliser l'un ou l'autre, on va pouvoir souvent dire que l'autre est plus compliqué, quoi. C'est souvent ce qui se passe. Moi qui suis, plutôt côté tableau, j'ai trouvé le côté Power BI un peu plus difficile à maîtriser, mais après j'étais habitué à utiliser Tableau depuis, beaucoup d'années, donc c'est souvent comme ça. Pour le déploiement, on va se retrouver comme pour Tableau sur, du on cloud, on-premise. Les 2 sont disponibles et la compatibilité Windows évidemment, c'est du Microsoft, donc c'est plus simple. Voilà et pour, tout ce qui est, partage, donc là, on va être plutôt sur du Power BI Service. Donc ça, ce serait un peu le pendant de Tableau Serveur et du Power BI Desktop pour la création et le développement. Voilà pour la présentation des 2 outils. Présentation générale.
Je vais donc prendre la main pour vous présenter un peu où se situent Tableau et Power BI dans la chaîne de traitement de la donnée. Et donc, je vais vous présenter les composantes principales des deux outils. Donc, une fois les données collectées et mises soit dans le cloud, soit en local, on peut venir se connecter à ces données soit avec Tableau ou Power BI et commencer la préparation et la modélisation. Donc la différence, c'est que Power BI propose un outil qui est Power Query et qui va être inclus dans la partie desktop qui est consacrée à la restitution et visualisation, alors que Tableau propose une composante à part entière qui permet de faire cette préparation et modélisation. Et pour la partie restitution et analyse de données, les deux outils proposent une version client lourd qui va être Tableau Desktop du côté Tableau et Power BI Desktop du côté Power BI. Une fois les tableaux de bord développés et visuels développés aussi, euh, Pardon, c'est ma faute. on pourra commencer le partage et collaboration. Donc, Tableau, on peut le faire online ou serveur. La différence, c'est que soit c'est un SaaS, soit c'est géré par nous-mêmes ou dans un cloud public. Et Power BI aussi propose une solution hébergée qui est Power BI Service qui permet de gérer les droits d'accès à nos tableaux de bord partagés, collaborer et gérer les licences. Et une fois tout ça est mis en place, la prise de décision peut commencer. Donc, une fois ça c'est fait, je vous propose de faire un comparatif. Donc, le comparatif que je vais vous proposer, ça va être un comparatif par étape. Et on va commencer par la première étape qui est la connexion aux données. Donc, les deux outils évoluent énormément sur ce sujet et ils proposent tous les deux une panoplie de connecteurs. Donc, on n'a pas vraiment une limite, mais on va avoir des préconisations plutôt sur l'écosystème déployé chez nous. Parce qu'on pourrait avoir, par exemple, des avantages d'intégration ou des avantages commerciaux, par exemple, le tableau avec Salesforce. Donc, je vais faire un petit tour et ce que je vous présente dans ce slide, c'est des exemples de connecteurs. Donc, c'est pas les deux, ils proposent une centaine de connecteurs. Pour les données locales, les deux outils sont aussi performants l'un que l'autre. Sur la partie cloud, Tableau est partenaire Redshift et Power BI, bien évidemment, c'est Microsoft. Donc, tout ce qui est cloud, Azure sera partenaire Power BI. Pour les ERP et CRM, c'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple, pour Salesforce, évidemment, c'est plus préconisé d'utiliser Tableau, même si Power BI propose aussi des connecteurs qui sont performants et qui répondent aux besoins. Par la suite, je vais vous parler de la préparation des données. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Tableau, il a sa composante à part entière qui est Tableau Pre-Builder, qui est très visuel et qui est basé sur du drag and drop. Donc, on se connecte à notre source de données. On peut faire nos actions de nettoyage, de conversion de format, par exemple de date ou scinder des chaînes de caractères, etc. Ça, on peut le faire avec Tableau Pre-Builder avec du drag and drop pour pouvoir créer des calculs ou des mesures. On peut le faire avec du langage MDX. Et si on peut tirer une conclusion du Pre-Builder, il est très visuel. Donc, on peut faire nos préparations avec un flux qu'on peut visualiser et qui ne nécessite pas une compréhension très approfondie de ce qui se passe derrière. Donc, Power BI, il a l'outil qui est son outil qui est Power Query et qui permet aussi de faire du drag and drop, mais qui est moins visuel. Et la différence, c'est que dès qu'on fait du drag and drop, on a la requête qui est ou l'étape de transformation qui est en M-language, du coup, qu'on pourra customiser, ce qui nous permet de faire, on va dire, une préparation plus pointue et
plus sophistiquée de nos données. On a la main sur les étapes en script et ça nous permet de faire des transformations plus précises. Donc, une fois les données préparées, on passe à la modélisation. Donc, les deux outils prennent les deux modèles de données, mais on a aussi une préconisation. Donc, Tableau préfère les tables plates, alors que Power BI, dans ses best practices, il préconise un schéma en étoile avec notre table de faits liée à nos tables de dimensions. La modélisation, comment elle se fait dans chacun des outils? Pour Tableau, on a une modélisation physique qui va être liée directement aux tables, ou une modélisation logique, on va dire, c'est une modélisation à la volée, donc qui n'est pas traduite directement dans les tables, mais qui se fait selon le besoin. Power BI, la partie modélisation peut se faire soit dans Power Query, ou directement avec une partie visuelle dans desktop, soit avec du DAX, des formules DAX, ou avec des flèches visuelles qui permettent de lier nos tables. Une toute petite différence entre les jointures en Tableau et Power BI, les deux proposent les différents types de jointures. Et sauf que, par exemple, quand on a des jointures à clés multiples dans Power BI, on est obligé de créer des champs qui concatènent nos clés. Donc, si par exemple, on a une jointure entre deux tables avec 3 ou 4 clés, ben, ça devient moins pratique, alors que Tableau permet de le faire directement. Ensuite, la partie restitution. Donc, les deux outils sont assez matures sur le sujet. Ils permettent de répondre à un certain nombre de use cases et besoins très pointus et très précis. Donc, pour les calculs, Tableau, il permet de les créer avec du MDX, et Power BI, ça va être du DAX. Les visuels, Tableau, il a des visuels plus ergonomiques, alors que Power BI, il va proposer des visuels standards. Et il ne faut pas oublier que Power BI évolue énormément sur le sujet. Donc, il commence à proposer aussi des visuels assez pointus et assez ergonomiques, on va dire. Pour le dynamisme, ce que je veux dire par le dynamisme, c'est par exemple quand on veut faire une analyse à double axe. Par exemple, je veux analyser mes produits avec un axe qui va être mes régions et le type de mes produits. Tableau permet de le faire directement avec un paramètre qui permet de switcher entre l'axe d'analyse, alors que Power BI, c'est plus compliqué parce que c'est des axes qu'il faut créer comme colonnes calculées. Donc, on va vite se retrouver dans des formules d'axes assez complexes. Et c'est là où la Tableau est moins subtil sur ce sujet-là. Pour la limitation, quand on a une table avec des millions de lignes, par exemple, on n'a pas de limitation de nombre de points à représenter dans Tableau, alors que dans Power BI, on a une limitation de 30 000 points. Donc, quand on veut faire des analyses un peu globales, ça peut biaiser notre analyse, le fait qu'on soit limité sur un certain nombre de points. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans la conversation, ou même à nous demander, à lever la main, et on essaiera d'y répondre du mieux qu'on peut. Je continue avec les tarifs. Donc, les deux, ils ont des tarifs assez différents, et on sait que Tableau peut être un peu cher. Donc, je vais détailler un peu les tarifs. Il y a Yabir qui a une question, je pense. Donc, avant de répondre à sa question, je vais vous présenter les tarifs Tableau. Donc, Tableau. Pardon. Donc, pour Tableau, ça dépend si c'est un SaaS ou si c'est géré sur un
sur site ou sur un cloud public. Et donc, le créateur, c'est celui qui peut développer les tableaux de bord, les partager. Donc, c'est celui qui a le plus de droits sur les deux. C'est 70 euros par utilisateur par mois. Après, on a une licence qui va être intermédiaire, celle de l'Explorer. C'est Tableau Cloud et la propose à 42 euros et le serveur à 35. Et le viewer, c'est la consultation des tableaux de bord publiés qui est à 15 euros côté cloud et 12 euros côté serveur. Ensuite, pour la partie tarif Power BI, donc Power BI a une autre logique, ça dépend de l'utilisation qu'on aura de l'outil. Si par exemple, ça sera que pour faire des développements et en local et on n'a pas besoin de les partager ou collaborer, c'est une version gratuite qui est inclue dans la suite Microsoft. Mais par contre, quand on va commencer à vouloir utiliser l'outil correctement, on aura besoin des licences qui vont dépendre de ce qu'on peut faire, mais aussi, par exemple, de la taille des jeux de données qu'on partage. Si on veut gérer nos licences par utilisateur ou plutôt par capacité. Donc, il faut aussi, Power BI, ils sont pas très explicites sur comment ils gèrent cette partie-là et il demande à que l'équipe commerciale soit contactée. Donc ça, c'était juste pour faire le point que oui, effectivement, quand on voit les tarifs à première vue, Tableau, c'est beaucoup plus cher que Power BI, mais il ne faut pas oublier qu'il faut qualifier son besoin. Donc, si qualifier la taille des équipes, si par exemple on a des équipes qui sont assez larges, un Power BI par capacité va être aussi cher. La taille de nos jeux de données, parce qu'on ne peut pas tout partager avec un mot d'import avec des licences Power BI Pro. On est obligé de passer par des Power BI Premium. Donc, il faut prendre tout ça en compte avant de se dire, ah, en fait, Power BI est moins cher ou voire est gratuit alors que Tableau, c'est beaucoup moins cher. Donc, il faut faire attention à tous ces points-là avant de décider. J'ai une Oui. première question. Il s'agit de François. En termes de performance sur les modélisations, on sait que les tables logiques sous tableau sont moins performantes que les tables à plat. Avez-vous un retour sur les perfs table à plat tableau vs table logique tableau vs modélisation étoile Power BI? Je vais répondre sur la partie table à plat, table logique dans Tableau, pour le coup, puisque j'ai eu un test il n'y a pas longtemps. En effet, perf plus efficace sur les tables à plat. Alors, il y a deux choses. C'est que sur une table à plat, le principal souci qu'on va avoir, c'est qu'il faut bien réfléchir à comment on va structurer notre donnée et quel niveau de détail on va avoir. Donc, ça nécessite un peu plus de préparation, mais c'est quand même plus efficace que le modèle logique parce que ça met moins de temps à recalculer les choses, en tout cas à récupérer la donnée. Ce qui est dommage, c'est qu'on perd le côté souplesse du modèle logique que Tableau voulait mettre en place avec ce nouveau modèle-là, de dire on va créer des jointures en gros à la volée et on va récupérer que ce qui nous intéresse en agrégation. On perd un peu ce côté-là, mais en même temps, on gagne en performance dès qu'on a pas mal de volume et surtout pas mal de colonnes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que quand on fait des tables logiques, en tout cas pour le moment, j'ai pas trouvé de solution pour pouvoir réutiliser les filtres communs qu'on avait avant sur les tables physiques. L'impression que j'ai, c'est que les tables logiques fonctionnent comme le data blending fonctionnait avant. Pour ceux qui connaissent Tableau, pour ceux qui connaissent pas, le data blending, c'est quand on prenait deux sources différentes et qu'on venait faire une jointure dans Tableau, pas dans un moteur de base de données par exemple, mais directement dans Tableau Desktop. On lui donnait des relations entre deux champs. On pouvait définir deux champs comme une clé de jointure et la liaison se faisait dans l'outil. Et ça, c'était assez intéressant parce que ça nous permettait de reconstituer les deux, mais en revanche, c'était hyper coûteux en performance et on perdait des fonctionnalités. Bah là, c'est un peu le même principe sur les tables logiques. En tout cas, dans le cas que j'ai eu, dans le cas d'utilisation, j'ai eu ce souci-là et ça, je trouve ça dommage parce que autant on avait de la souplesse avec le modèle logique, autant on perd une fonctionnalité hyper intéressante qui était de pouvoir dire j'ai un seul fil pour tout mon classeur. Voilà, ça, c'était un petit peu dommage.
La comparaison avec les modélisations en étoile Power BI, pour le coup, j'ai pas eu l'occasion de comparer les deux, notamment table logique, modélisation étoile Power BI. Je sais pas si tu as eu un petit peu l'occasion de le tester ou de voir un petit peu les différences, Rita, de ton côté. Toi qui as fait un peu plus de Power BI. Non, j'ai pas eu un cas où j'ai eu à avoir un cas concret de comparaison pour voir si c'était plus performant ou pas. Je pense que c'est aussi peut-être le volume de données qui est interrogé et ce qu'on va en faire aussi peut pas mal impacter les performances, que ce soit dans Tableau ou dans Power BI d'ailleurs, mais je pense que là, c'est sur des volumes qui sont assez petits, on va à mon avis être très proche à chaque fois. Et sur de la complexité de données qui grossit, peut-être qu'on verra des différences. Je me permets de répondre à la deuxième question qui était dans le Q&R et que j'ai pas pu voir. Le star schéma, le modèle en étoile, c'est une façon de modéliser dans une base de données l'agencement des tables, où on va mettre au centre une table dans laquelle on va avoir des mesures, ce qu'on appellerait une table de faits, et autour, on aura des tables de dimensions autour, donc comme une étoile, avec des branches. On va se retrouver avec des tables de dimensions qui nous permettent de récupérer les attributs par rapport aux faits ou aux mesures qu'on est en train d'analyser. Donc dans la table centrale, on aura les mesures si on prend l'exemple d'un CA, on aura un chiffre d'affaires. Et dans les dimensions, on va se retrouver avec des catégories de produits ou avec les numéros de compte si on a les postes comptables ou une dimension géographique ou une dimension temps. Et donc, on appelle ça un modèle en étoile parce qu'on va se retrouver avec ce qu'on mesure au centre et les dimensions qui vont être autour. Et pourquoi étoile? Parce qu'on essaie de faire une relation, qu'une seule relation en fait vers la table de dimension. Et on va pas faire une table de dimension qui aura une relation avec une autre table et ainsi de suite. Donc on va essayer de garder qu'un seul niveau, d'où le fait que ça constitue une étoile. Ça permet d'avoir plus de performance puisqu'on limite le nombre de jointures et surtout on va pas faire des jointures sur une table qui va faire une jointure sur une autre table et ainsi de suite, comme le ferait un modèle en flocon, par exemple. Ou donc un modèle plutôt opérationnel pour le coup, où on va se retrouver avec ça, avec des jointures qui sont à la suite, en cascade. Là, le modèle en étoile évite ça et permet de pouvoir aller plus vite dans l'analyse, dans les performances. J'espère que ça répond à la question. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade où on peut passer du coup sur la partie conclusion? Alors on a voulu ce webinaire assez light, l'idée étant de pouvoir échanger et puis creuser certains points selon l'audience et ce qui était attendu par les différentes personnes qui nous ont rejoints. Donc n'hésitez pas s'il y a des points qui n'ont pas été assez creusés ou si vous souhaitez un retour sur un sujet bien particulier. On va peut-être passer à la conclusion, puis on verra s'il y a des questions à la fin. Suite au comparatif qu'on vous a présenté tout à l'heure, évidemment qu'il n'y a pas de réponse tableau est mieux que Power BI ou le contraire, mais il faut se baser sur un certain nombre de critères afin de faire le bon choix selon le projet, selon le besoin aussi. Donc le premier point, ça va être le budget. Est-ce que notre budget est adapté le déploiement de tableaux ou plutôt Power BI, la taille de nos données? Est-ce que, par exemple, nos datasets sont assez larges et du coup, on pourrait avoir des contraintes de performance côté Power BI? Nos sources de données, est-ce que notre écosystème est plutôt, on va dire, Microsoft ou Salesforce pour pouvoir profiter des avantages qu'on pourrait avoir et des partenariats? Nos compétences techniques, est-ce que l'outil est plutôt orienté métier ou analyste? Et aussi, si au sein de nos analystes, c'est des profils qui avaient l'habitude de travailler avec Tableau ou Power BI, et si c'est des métiers, par exemple, s'ils étaient habitués à de l'Excel, Power BI va être plus user-friendly pour eux, avec une interface qui est assez proche de celle de l'Excel.
nos besoins en reporting et visuel. Donc, est-ce que c'est des reporting standards et des besoins visuels standards auxquels les deux outils répondent parfaitement, ou ça va être des besoins très spécifiques auxquels un des deux outils peut répondre au mieux? Et pour la partie communauté et support client, donc ça va nous aider dans la prise en main et aussi dans l'évolution de l'outil. Est-ce que quand je fais face à des difficultés, je trouve rapidement une réponse qui me débloque? Et aussi, est-ce que les demandes qu'on fait auprès des éditeurs de l'évolution de l'outil sont prises en compte et on a des réponses assez rapidement? Merci Rita. Et j'ai une question de Yabir par rapport au graphique. Est-ce qu'il y a des différences? Donc, je peux répondre à cette question. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour des besoins, on va dire standards, les deux peuvent répondre parfaitement aux besoins. Mais par exemple, quand on veut faire des tableaux de bord très interactifs, Tableau permet de les mettre en place et de les développer plus facilement que Power BI. Ah. Est-ce qu'il est possible sur Power BI? Alors attendez, hop, tac. Il y a une question de Brice. Est-ce qu'il est possible sur Power BI de laisser l'utilisateur créer ses propres tableaux croisés dynamiques? Brice, oui, je peux répondre à ta question. On peut créer des tableaux croisés dynamiques, mais par exemple, on peut passer par Power Query pour faire les pivots et transformations qui vont avec, et les mesures derrière vont être dans la partie desktop. Donc, le tableau Est-ce que croisé vous m'entendez? dynamique, oui. Oui, ce sera peut-être plus simple de poser ma question directement comme ça. En fait, l'idée, Regarde. c'est pas de créer un tableau croisé dynamique, mais potentiellement de laisser l'utilisateur lui-même consolider ses propres tableaux dynamiques. Parce qu'aujourd'hui, on a une problématique, c'est qu'on travaille avec de nombreux utilisateurs et de nombreuses directions différentes, et on a beaucoup de datasets, et en fait, tout le monde va vouloir avoir ses propres données selon certaines dimensions. Et donc, on va pas nous s'amuser à créer toutes les variantes possibles, et on voulait se poser la question, ok, c'est pas possible de leur laisser comme la possibilité sur Excel de créer eux-mêmes sur le rapport Power BI qu'on va produire, de créer eux-mêmes leur tableau croisé dynamique assez simplement. Je sais pas Si j'ai si la bien, question est claire. si j'ai bien compris ta question, si tu veux, par exemple, tu veux savoir si dans un tableau de bord, on a des possibilités de saisie. Exactement. Euh, le but, c'est d'éviter ça parce que parce que l'outil n'est pas fait pour ça, l'outil est fait pour, on va dire, avoir du contrôle sur ce qu'on fait. Donc, la saisie doit se faire. Je pense que oui, tu peux le faire. C'est pas impossible techniquement, mais l'outil n'est pas destiné à travailler, à fonctionner de cette façon. Donc, l'outil travaille dans la logique de euh, je me connecte à ma source de données, je la nettoie, je maîtrise ce qu'il y a dedans et après je fais l'exploitation et je partage ce que j'ai restitué et pas le contraire. Donc, je viens pas. Alors, c'est pas euh, pour saisir de la donnée, c'est plus, je donne un exemple très concret, qu'on parle oui. la même langue. Si par exemple, je travaille dans la grande distribution et que je vais avoir des personnes qui veulent voir la donnée par catégorie et ensuite par format de magasin, super, hyper, proxy, et ensuite par région, je vais pouvoir proposer une visualisation, donc soit un graphique, un camembert, whatever, je vais pouvoir proposer une visualisation. En revanche, aujourd'hui, sur Excel, ils font des tableaux croisés dynamiques où certains vont dire, ah ben, finalement, je ne le veux pas par région, mais d'abord au niveau au-dessus, je veux plutôt le format. Et ensuite, en dessous du format, je veux la catégorie. Et donc, en fait, cet ordre est important parce que si moi, je fais des tableaux, ça va être un petit peu figé. L'idée, c'était, est-ce qu'on peut leur laisser la possibilité de faire de eux-mêmes
créer les dimensions qu'ils veulent voir en fait. Comme ils peuvent faire sur Excel sans changer la donnée source, mais juste se dire dans quel ordre je vais visualiser mes données. Est-ce que d'abord je vais voir une catégorie, ensuite un format, ou d'abord un format, ensuite une catégorie, etc. Et donc en fait, c'est des tableaux croisés dynamiques sur Excel. Et aujourd'hui, ils savent le faire. Mais du coup, si on migre sur Power BI, est-ce qu'on peut leur donner cette souplesse? Voilà. Oui, la souplesse on va dire, des agrégations qui vont être faites peut se faire dans Power BI. D'accord. Notamment avec toutes les approches self-service, Oui. mais qui sont pas tout à fait, je livre alors vous m'arrêtez si je dis une bêtise, qui sont pas tout à fait, je livre un tableau et la personne peut jouer sur ce tableau, mais c'est plutôt je mets à disposition de la data et cette data peut servir à construire des tableaux avec de la donnée qui soit qualifiée et sûre. C'est bien ça. Oui, et aussi la question de Brice, c'était de voir à quel point ce que je mets en place est paramétrable et dynamique par rapport aux besoins De spécifiés. l'utilisateur final. Oui. Exactement. Sans qu'il Et c'est refasse un tableau Power BI, on est d'accord, oui. hein, pour que ce Oui. soit assez simple pour lui de dire ah ben voilà, je vais utiliser les categories dans cet ordre-là, et qu'il puisse un peu jouer avec entre guillemets. C'est un peu ça, hein. Peut-être mon besoin il est un peu tiré Mhm. par les cheveux, mais ça me paraît simple en fait, vu que c'est fait sur Excel, et je me suis dit bah sur Power BI aussi, mais du coup j'ai pas réussi à voir comment le faire. Voilà, d'où ma question. Il y a une remarque justement de Cédric qui dit qu'on peut même connecter des datasets Power BI dans Excel. Ok. Et donc dans mon dashboard afficher un Excel, c'est ça? Je ne sais pas si Cédric est en train d'écrire. Je ne sais Je pas. ne sais pas non plus. Ouais, Cédric, il peut même prendre la parole, hein. Si un micro, ce sera même plus simple. En tout cas, merci pour vos réponses, ça m'a déjà éclairé. Avec plaisir. Cédric, tu peux prendre la parole, ton Oui, vous micro était... m'entendez? Ah Oui. oui. C'est Oui. ça. Ouais, voilà, je ne pouvais pas prendre la parole, je ne pouvais pas avoir le micro. Ouais, Oui, en fait, il y désolé. a plusieurs façons de faire. Effectivement, on peut laisser aux utilisateurs le soin d'analyser dans Power BI. Alors, ce n'est pas vraiment du tableau croisé dynamique. Tous ceux qui sont habitués à Excel seront un peu plus gênés. Il y a la matrice qui permet de le faire. Mais en fait, les utilisateurs d'Excel, à partir du moment où un tableau a été publié sur le Power BI Service et que l'utilisateur a les droits, peut venir se connecter au dataset et va voir dans le Excel, il va pouvoir avoir accès à toutes les données, aux mesures et aux axes d'analyse qui vont lui permettre de faire son analyse directement dans son Excel, comme il le ferait habituellement dans un Excel avec un tableau croisé dynamique. Donc, quand vous allez dans Excel, données, se connecter, obtenir des données, il y a un menu qui s'appelle à partir de la plateforme Power et on peut récupérer des données à partir de Power BI. C'est un petit plus, quoi. C'est-à-dire qu'on peut analyser les données dans Power BI en faisant de l'analyse dans l'outil, potentiellement au travers du dataset. Mais si on a des utilisateurs qui sont vraiment adeptes de Excel et du tableau croisé dynamique, où ils vont se retrouver, je pense à des contrôleurs de gestion, des marketeurs qui Exactement. travaillent ça très très bien. Les données, elles sont contrôlées, elles sont maîtrisées, elles sont dans le Power BI, elles sont dans le Power BI Services, ou Service plutôt. Et là, on va lui donner l'autorisation de se connecter. Il va y avoir tous les droits qui vont s'appliquer sur les datasets où on lui a donné les droits. Et il va pouvoir les analyser. Ça ouvre dans Excel un petit menu sur le côté droit où on va avoir les différents champs et les différentes mesures accessibles. Donc, ces différentes hiérarchies, hein, son magasin, son site, sa région, ses droits, ses utilisateurs. Puis après, voilà, des quantités vendues, des CA. Puis il n'a plus qu'à glisser ça dans son tableau croisé dynamique et il a accès. Ouais, d'accord. Donc, il doit quand même faire la manip. C'est pas aussi smooth que s'il se connecte au dashboard. Et moi, je pensais proposer la même expérience, mais dans Power BI. Il peut aussi le faire dans Power BI, mais il aura quelque chose de peut-être moins souple que le tableau croisé dynamique qu'on peut retrouver Et ce serait quoi dans Excel. l'alternative? Et on finira sur ce sujet, pour ma part. C'est-à-dire, c'est quoi l'alternative de Dans quoi? Power BI, vous avez parlé de matrice, c'est ça? Oui, dans le Power BI, oui, il y a l'outil qui s'appelle la matrice. On peut glisser en ligne, en colonne et les mesures en valeur. Voilà, ça marche aussi, quoi. Et après, on peut venir appliquer des filtres. C'est la matrice qui se rapproche le plus du tableau croisé dynamique. Très bien. Ben, j'essaierai ça. Merci en tout cas pour vos réponses. Avec plaisir. Écoutez, est-ce qu'on a d'autres questions à ce stade?
Sinon, on va faire peut-être un petit mot de la fin et puis on va conclure. Pour les personnes ayant renseigné correctement leurs coordonnées, bah, on va tout simplement vous renvoyer le lien vers la rediff et puis le support également. Voilà. Selon le petit sondage, c'est Tableau qui a gagné la guerre de la Vise. Mais je suis sûr que vous avez tous suivi les conseils de vos organisations et de vos cœurs selon le choix de l'outil et que la vérité se trouve peut-être plus un petit peu au milieu et que les différents outils sont juste selon l'organisation et le besoin de chacun. Il n'y a pas d'autres questions. Pour rappel, donc, Commit Technology, bah, on est à la recherche de nos futurs talents. On recrute une dizaine de collaborateurs cette année. Donc, des chefs de projet data, des data engineers, des data architectes et des data analystes. Donc, toutes les offres sur notre site internet qu'Alexandre vous a publié au tout début de la conversation. Et puis, bah, évidemment, on est aussi à la recherche de nos futurs clients et partenaires. Donc, dans tous les cas, si c'est pour discuter data, n'hésitez pas à nous contacter, Jonathan, Alexandre, Rita ou moi-même, et on sera ravis d'échanger autour de ces sujets data. Nous vous souhaitons une excellente journée et puis à très vite pour d'autres webinaires. Et juste pour rappel, le prochain, ça sera plutôt côté engineering du coup, et le sujet sera celui de comment mettre en place une chaîne CI/CD dans un environnement Talend. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Au revoir. Merci. Merci à Au tous. revoir. Bonne journée.